même si on parle d'une offensive russe d'été, on peut constater quand même que les progrès des forces russes sont des progrès d'ordre tactique et non pas d'ordre opératif. Hein. Donc on est toujours sur ce que l'on appelle le grignotage du front. Alors ça peut s'expliquer par différentes raisons. D'abord la volonté d'éviter d'avoir trop de pertes de la part des Russes. Ensuite, la menace qui est quand même prégnante des drones FPV de l'armée ukrainienne, c'est vraiment la dernière menace qui empêche les forces russes de tenter des grandes opérations et des grandes manœuvres comme en février 2022 lorsqu'ils ont attaqué l'Ukraine. Ensuite, concernant les opérations dans le secteur de Soumy, eh bien, elles correspondent en fait aux annonces du président Poutine qui a dit qu'il y allait avoir la création d'une zone tampon d'environ 40-50 km pour protéger la frontière russe. C'est un petit peu le revers de la médaille de cette opération de Kursk qui, sur le plan stratégique et uniquement militaire, était un non-sens puisque c'est une opération qui a complètement déséquilibré les forces ukrainiennes en engageant environ 50 000 soldats ukrainiens dans cette opération de Kursk quasiment pendant presque 6 mois, hein, puisque c'est parti d'août et ça s'est terminé en janvier-février avec les derniers combats. Donc, on est vraiment face aux résultats un petit peu à rebours, hein, de cette opération de Kursk avec cette volonté des Russes de créer cette zone tampon. Alors, cette zone tampon, elle peut être aussi une forme de leurre sur le plan stratégique pour attirer des forces ukrainiennes et continuer l'effort dans le Donbass. La stratégie d'attrition adoptée par les Russes depuis novembre 2022, qui est concomitante au retrait de Kherson et puis au changement de posture quand les Russes ont compris que la guerre allait durer, c'est l'attrition. Et cette stratégie a plusieurs cibles, mais elle a surtout une cible qui est fondamentale, c'est la ressource humaine mobilisée et mobilisable des forces ukrainiennes, qui est vraiment le centre de gravité le plus fragile des forces ukrainiennes, bien au-delà des moyens, bien au-delà des munitions, bien au-delà des matériels. Et c'est vraiment ce qui est ciblé par les actions russes. Et de fait, alors évidemment, de part et d'autre, le chiffre des pertes des belligérants sont cachés, sont masqués, mais quand on considère la suprématie des feux de l'armée russe par rapport aux capacités de feu de l'armée ukrainienne, il est évident qu'il y a une proportionnalité des pertes qui correspond à cette différence de feu entre les deux armées. C'est-à-dire qu'il y a forcément plus de pertes chez les Ukrainiens que chez les Russes. Alors maintenant, euh, quel est le niveau de perte des Ukrainiens? Il y a différents chiffres qui tournent. Je ne m'étendrai pas dessus. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que dans la société ukrainienne, et on le voit au travers des chaînes Telegram, il y a de plus en plus de refus de la mobilisation. En fait. Alors, paradoxalement, malgré ce refus, vous savez, le soldat, même s'il ne veut pas aller au front, après, lorsqu'il est au front et dans son unité, par le biais de la camaraderie, il y a quand même une forme de cohésion qui se crée. Et le front ukrainien, quand même, tient malgré les difficultés. Donc, on n'est pas encore dans un moment où on peut constater des effondrements du front ukrainien, même si au cours de la guerre, on a vu des grandes avancées des forces russes qui se sont produites au plan tactique, notamment au moment des relèves des unités ukrainiennes. C'est toujours un moment de fragilité, la relève entre deux unités. Là, pour l'instant, les forces ukrainiennes tiennent, et notamment l'infanterie, alors que c'est l'arme qui est certainement la plus attirante pour les mobilisés ukrainiens. Et également, je pense, pour les mobilisés russes, parce que c'est l'arme où il y a forcément le plus de pertes. C'est l'arme du contact, hein, c'est l'arme qui tient les tranchées, c'est l'arme qui part à l'assaut. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement, mais on voit qu'il y a une recrudescence des frappes stratégiques russes sur les infrastructures vitales ukrainiennes et les centres de production du complexe militaro-industriel ukrainien, notamment les centres de production de drones, puisque, comme je l'ai dit, les drones sont vraiment la dernière menace qui empêche les Russes de repartir pour des grandes offensives du type de celle de 2022. Donc, il se pourrait qu'il y ait un effondrement également moral, hein, de l'arrière, et que cet effondrement moral de l'arrière ait un impact sur le moral des forces qui sont sur le front. Les oblasts qui sont revendiqués par la Russie ont des limites administratives, mais ces limites administratives, sur le plan militaire, sur le plan stratégique, ne sont pas forcément des limites qui sont facilement défendables. Donc, on peut imaginer
que sur un plan militaire, pour être en mesure de défendre les territoires qui ont été conquis, les forces russes aillent au-delà des limites administratives des 4 oblasts qui sont revendiquées et cherchent à s'appuyer sur des détails géographiques ou des coupures géographiques significatives. Alors bien sûr, on peut penser au Dniepr, on peut penser également à d'autres types de cours d'eau qui pourraient matérialiser ces frontières. Mais le Dniepr paraît quand même assez fondamental comme, au plan stratégique comme limite défendable. Hein, donc ça pourrait être une option. Ensuite, il y a la question quand même fondamentale qui se pose, c'est celle du port d'Odessa. Euh, Quel serait l'avenir du port d'Odessa, sachant que les coups les plus sérieux qui ont été portés par les Ukrainiens aux forces russes, ça a été les coups portés sur la Crimée et sur la flotte de la mer Noire. Et ces coups-là partaient essentiellement de la zone d'Odessa. Hein, c'est là où les Ukrainiens, entre guillemets, ont fait le plus de mal aux forces russes, hein, sur ce théâtre maritime et sur cette péninsule, qui est d'ailleurs, c'était un centre de gravité russe et qui a été très très fragilisé de 2022 à 2023 par justement ces frappes et ces différentes attaques. Donc maintenant, on est passé à un autre stade, mais la menace quand même reste prégnante. Et le problème, c'est que Odessa, à la limite, pourrait avoir un statut neutre, c'est-à-dire avec un statut où il y aurait interdiction, par exemple, à l'Ukraine post-guerre d'y entretenir des forces armées. Ça pourrait être une option. L'autre option, ça serait évidemment celle qui serait la plus défavorable pour l'Ukraine, ça serait que les forces russes aillent jusqu'à Odessa à la faveur d'un effondrement global des forces ukrainiennes. Bon, là, on n'est pas encore là, parce que c'est vrai que dans la psychologie russe et l'histoire russe, Odessa, c'est une ville russe. Hein. Et historiquement, lorsqu'il y a eu les premiers mouvements de Maïdan, et notamment en 2014, il y a eu l'affaire de la maison des syndicats, et on voit que la population est très, très attachée majoritairement à ce passé russe. Hein, donc c'est vraiment une problématique importante pour l'Ukraine, et c'est surtout une problématique importante pour l'Ukraine au plan économique, parce que c'est le grand port en eau profonde de l'Ukraine. Hein, et sans ce port-là, on pourrait avoir quelques doutes sur l'avenir d'une Ukraine post-guerre. L'Union européenne, c'est un objet géopolitique non identifié, hein, qui n'a pas de... Le droit international, et il est fait pour... le droit international tel qu'il est pratiqué au sein de l'ONU, il a été écrit et il est pratiqué pour régler les conflits entre États, hein, pas les conflits entre entités économiques ou entités réglementaires. Vous voyez, l'Union européenne, ce n'est pas un État, ce n'est pas une entité réglementaire, ce n'est pas un État fédéral, même si certains européistes voudraient aller vers cette notion-là. Non, l'Union européenne, c'est une entité régionale qui a des liens économiques et des liens réglementaires, d'ailleurs, qui sont très, très contraignants pour l'économie des pays, des pays européens. Alors, le problème de l'Union européenne, c'est plutôt le problème des grands pays de l'Union européenne, les grands pays fondateurs de l'Union européenne. 3 pays qui sont importants, l'Allemagne, la France et l'Italie. Et observer comment ils se positionnent par rapport à ce conflit et les futurs possibles de ce conflit, c'est-à-dire la fin de conflit et comment ce conflit pourrait se terminer. Il y a 2 bellicistes quand même qui sont très très hein, c'est l'Allemagne, hein, d'une certaine manière, même si en interne il y a énormément de débats, hein, puisque l'Allemagne est un régime parlementaire, et la France, par le fait essentiellement de son président et de sa posture de proximité virile, entre guillemets, avec le président Zelensky. Ensuite, on peut remarquer le jeu de l'Italie de Madame Meloni, qui est un jeu beaucoup plus subtil, hein, et qui joue à la fois sur les intérêts de l'Italie, son lien privilégié avec les États-Unis grâce à sa diaspora qui est très présente aux États-Unis, et puis également une vision de positionnement de l'Italie dans cette Europe et là, surtout l'Europe post-guerre, une Italie qui pourrait devenir le pays leader de cette Europe post-guerre par ses résultats économiques, par sa puissance industrielle qui n'a pas été amenuisée par les sanctions européennes sur les hydrocarbures russes et notamment sur le gaz russe, puisque l'Italie, ses connexions gazières, elles se font avec le Maghreb, et en particulier avec l'Algérie. Et puis, n'oublions pas que c'est également l'un des hubs arrivés
du gaz azerbaïdjanais, hein, tel qu'il est acheté par l'Union européenne. Donc l'Italie qui a des perspectives de sortie de ce conflit qui sont plutôt assez favorables sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan de l'influence internationale, grâce à sa proximité avec Donald Trump. Ensuite, il y a un quatrième pays, alors qui ne joue pas tellement dans cette sphère-là, parce que ce n'est pas un des grands pays fondateurs de l'Union européenne, mais on voit très bien qu'il a son autonomie de décision quand on voit les réactions du Premier ministre espagnol aux demandes du président Trump de monter les dépenses de l'OTAN à 5%, c'est l'Espagne. Et l'Espagne, c'est un pays qui avant tout tourné vers l'espace méditerranéen et notamment le Maghreb. Alors si vous voulez, pourquoi parler de l'Europe et de l'Union européenne au plan géopolitique, ça n'a pas de sens, parce que justement, chacun de ces grands pays, je dis bien ces grands pays, ont des intérêts géopolitiques lorsqu'ils les comprennent bien, leurs intérêts géopolitiques, ce qui n'est pas le cas, à mon avis, de l'Allemagne et de la France en ce moment, qui sont éloignés, peut-être pour certains, de la problématique ukrainienne. Alors je ne parle pas ensuite des pays qui sont limitrophes à l'Ukraine, qui sont des anciens pays de satellite de l'ex-Union soviétique, donc par exemple la Hongrie, tous ces pays d'Europe centrale ou la Pologne qui ont vraiment des géopolitiques qui sont propres à leur situation. Et enfin, pour terminer, n'oublions pas que la pseudo-politique internationale de l'Union européenne, elle est représentée par qui? Elle est représentée par Madame Kaja Kallas, qui est l'ex-premier ministre de l'Estonie, un pays de 1,3 million d'habitants, avec 30% de minorités russophones qui sont en plus concentrées sur la frontière. Donc, quel est le poids de cette dame par rapport à sa problématique? Je peux bien la comprendre, sa problématique historique d'occupation par la Russie et toute la rancœur qu'elle pourrait avoir à cet égard, mais en quoi cela concerne les autres pays européens et notamment les citoyens européens? Et je tiens quand même à souligner un fait pour ce qui concerne Mme Kaja Kallas, hein, c'est que son père était un apparatchik quand même de l'ex-parti communiste de l'Union soviétique. Donc tout cela me semble quand même assez confus et en tout cas, Madame Kaja Kallas n'est pas représentative des 450 millions de citoyens européens et notamment encore plus des grands pays européens qui participent majoritairement au financement de l'Union européenne et donc qui donnent de l'argent aux pays qui en ont besoin et qui reçoivent beaucoup moins de l'Union européenne qu'ils donnent comme subvention. Donc, il n'y a pas de politique, à mon sens, internationale de l'Union européenne, en tout cas de politique en plus reconnue par les grands pays et les grandes puissances. Est-ce que Donald Trump reconnaît l'Union européenne comme entité géopolitique? Non. Est-ce que le président Poutine reconnaît l'Union européenne comme entité géopolitique? Non. Est-ce que le président Xi Jinping reconnaît l'Union européenne comme entité géopolitique? Non. Est-ce que le président Erdogan, il faut se rappeler, il y a quelques années, l'humiliation qui avait été donnée à Mme von der Leyen lorsque le président de l'Union européenne s'était déplacé en Turquie? Non, il ne l'avait pas considéré. Donc, pour le président Erdogan non plus, qui est un membre très très important de cette problématique ukrainienne, puisqu'il est membre de l'OTAN et il est également à la croisée de ces mondes européens et asiatiques et moyen-orientaux, ne reconnaît pas non plus l'Union européenne comme une entité géopolitique à part entière.